Bonjour à tous. Euh, Merci d'être connectés sur notre live high-tech qui est dédié aujourd'hui aux soft skills. Nous attendons Amine qui va se joindre à nous pour co-animer avec moi ce live. Nous attendons quelques minutes juste pour que l'audience s'augmente un petit peu. Bonjour Amine.
Non, pas de demande. J'en ai eu à un moment donné, puis je vous ai... alors, là, bon, nous avons quelques problèmes techniques pour que Amine nous rejoigne. Donc on va démarrer la thématique d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, qui est autour des soft skills. Alors beaucoup de gens entendent parler des soft skills ces derniers temps. D'abord, c'est quoi les soft skills? C'est un terme anglais, d'accord? Soft, ça veut dire léger, skills, c'est compétences. Et en fait, ce que ça veut dire derrière, c'est que ça fait référence à des compétences humaines ou comportementales. D'accord? Donc ça vient à l'opposé des compétences techniques, savoir-faire, qu'on appelle aussi les hard skills. Donc on a hard, soft. D'accord? Donc, les soft skills sont de plus en plus valorisés en entreprise. D'accord? Aujourd'hui, une entreprise, quand elle cherche à faire un recrutement, elle se base d'abord sur les compétences techniques, parce qu'effectivement c'est important de produire, de créer de la valeur avec un savoir-faire qu'on a appris, qu'on a expérimenté dans d'autres contextes, dans d'autres environnements, dans d'autres sociétés. Mais elle inclut de plus en plus les soft skills. C'est-à-dire qu'ils vont donner autant d'importance aux connaissances techniques qu'aux connaissances comportementales ou connaissances humaines. Alors, une fois qu'on a posé un petit peu le cadre, donc soft skills, comportementales, humaines, c'est de plus en plus demandé par les entreprises qui embauchent. On va parler un petit peu de ce que ça représente derrière. C'est quoi soft skills? Donc, soft skills aujourd'hui, c'est tout un paquet de choses qui ne sont pas techniques. Donc, on va mettre dedans la communication. On va mettre dedans savoir interagir dans un environnement où il y a plusieurs personnes qui travaillent. On va inclure dedans tout ce qui va être technique de résolution de problèmes. On va inclure dedans tout ce qui va être intelligence émotionnelle. Savoir dire des choses, ne pas les dire, mettre les formes, mettre des filtres, flexibilité, adaptabilité, motivation. Donc ça, c'est des éléments aujourd'hui qui font partie des soft skills. Je vais vous illustrer un petit peu quelques propos, quelques exemples pour que vous puissiez un petit peu voir l'importance des soft skills aujourd'hui. Prenons le cas de quelqu'un diplômé, un jeune diplômé qui sort d'une école comme high-tech par exemple, et qui a une bonne formation technique, académique, théorique. C'est-à-dire qu'il est bon en programmation par exemple. D'accord? Par contre, cette personne est un autiste entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est renfermé sur soi, il ne communique pas très bien, il est très bon en exécution, c'est-à-dire que quand on va lui demander, quand on va lui écrire un projet, une application, un code à coder, à mettre en place, il va être excellent et il va être très bon dans la réalisation de cette tâche. Par contre, c'est quelqu'un avec qui on a du mal à communiquer, quelqu'un qui va être extrêmement sensible, qui va se vexer assez rapidement, qui ne saura pas dire non, qui dit oui à tout, qui va rester dans son coin à se dépatouiller et à essayer de résoudre le problème par lui-même, alors que c'est peut-être un problème connu par quelqu'un d'autre, un peu complexe, etc. Et à côté de ça, on va prendre quelqu'un qui sort aussi de la même école, de high-tech par exemple, jeune lauréat aussi, qui est peut-être un petit peu moins bon que le premier, donc c'est techniquement parlant, mais par contre, qui sait très bien communiquer.
il sait très bien faire passer des messages. Il écrit bien, il parle bien, il présente bien. Et bien bizarrement, en entreprise, la deuxième personne évoluera 10 fois plus que la première. Alors je dis 10 pour juste créer un différentiel d'évolution entre les deux. Mais réellement, le deuxième aura des opportunités d'évolution beaucoup plus importantes que le premier. Pourquoi? Parce que il va savoir s'exprimer. Il va savoir interagir dans des situations un petit peu compliquées, un peu complexes, un peu bancales, un peu difficiles aussi, il faut le dire, parce qu'une entreprise, on passe par des moments difficiles. Soit parce que un projet n'aboutit pas, ou parce que quelqu'un a commis une erreur et du coup ça a eu des conséquences sur l'entreprise financière. Et donc il a su avoir cette intelligence émotionnelle, relationnelle, sociale pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc du coup ces personnes-là évoluent et abandonnent petit à petit le monde de la technique pour aller vers un monde de management, la gestion de l'homme, gestion de projet. Et donc forcément monter en grade et s'approcher de la hiérarchie d'entreprise. Donc ça c'est un exemple qui est assez courant et qui est assez symptomatique de l'ingénieur marocain au sens large. Ça c'est quelque chose qu'on voit partout. Nous en tant que directeur de cabinet et directeur d'une école, on voit un petit peu, on arrive à expliquer pourquoi est-ce que 80% des ingénieurs marocains, tous métiers confondus, ingénieurs vraiment tous métiers confondus, ça peut être le BTP, ça peut être l'industrie, ça peut être la logistique, ça peut être la recherche, ça peut être l'informatique, ça peut être vraiment tous métiers confondus. J'estime que 80% de ces ingénieurs n'ont pas eu un accompagnement, une formation qui met l'accent sur les soft skills. Et du coup, même si ces personnes-là sont brillantes, ben finalement, c'est pas eux qui évoluent. C'est pas ces personnes-là qui évoluent. C'est d'autres personnes qui sont moins brillantes, mais qui savent parler, qui savent communiquer, qui savent interagir, qui sont flexibles, qui s'adaptent. C'est comme un serpent, d'accord? Un fleuve, c'est jamais tout droit, c'est sinueux, d'accord? Donc ces personnes-là évoluent plus vite. Et du coup, il est extrêmement important qu'un étudiant, un jeune diplômé, sache que ce n'est pas juste une histoire de compétences techniques. Donc, on a parlé de communication. C'est le premier élément, c'est la base. La base, c'est communiquer. On peut ne pas savoir résoudre un problème. On va l'apprendre. Communiquer, c'est un peu plus compliqué. Si on ne sait pas parler, si on ne sait pas écrire, si on ne sait pas transmettre une idée, ça va être compliqué de travailler en équipe. Ça va être compliqué de travailler en société, parce qu'une société, ce n'est pas une personne. C'est souvent un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. On se partage les tâches et chacun a quelque chose à faire. Et donc forcément, on doit communiquer au sein de l'équipe pour partager l'avancement, pour parler des problèmes, des difficultés, aider quelqu'un. Ça peut être nous apporter une solution à quelqu'un d'autre. On n'est pas forcément tout le temps demandeur de solutions. Et du coup, la communication est le point de départ. Il faut que je sache parler. Il faut que je sache m'exprimer. Il faut que je sache écrire. Écrire un mail, écrire un rapport, un compte rendu, une présentation pour présenter l'avancement ou présenter les choses que j'ai faites. En français, en anglais, c'est bien. L'anglais est de plus en plus prépondérant, même dans un pays francophone comme le Maroc, parce que finalement l'anglais c'est la langue de la science. Aujourd'hui, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est la langue de la science, jusqu'à preuve du contraire. Donc, communication, premier soft skill sur lequel il faut accentuer les efforts pendant la formation en école. Parce que finalement, c'est des choses qu'on peut pratiquer. Théorique, la langue, on va l'apprendre, écrire des phrases correctes, un orthographe correct, une technique pour présenter des slides, comment présenter une idée, c'est-à-dire voilà l'idée, voilà comment on compte la réaliser, voilà les hypothèses de travail, voilà comment on l'a réalisé, voilà la conclusion de ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement et une présentation qui est claire, pas trop chargée, pas trop light non plus, légère. Donc ça c'est communication.
Ensuite, le deuxième élément qui me paraît moi extrêmement important, c'est ce qu'on va appeler intelligence relationnelle ou intelligence émotionnelle, on peut appeler ça comme ça. Alors, pourquoi est-ce que cette deuxième vient juste après, enfin, pourquoi elle vient juste après la communication? Parce que on peut savoir communiquer mais ne pas avoir de tact. D'accord? On va être brut, on va être agressif, on va passer l'information, on sait la faire passer. Mais on ne va pas prendre en compte un certain nombre de choses qui vont venir adoucir, mettre un papier cadeau à l'information qu'on va transmettre qui peut être mal perçue par la personne en face ou qui peut blesser peut-être ou qui peut faire du tort à la personne qui est en face. Donc du coup, il y a du dit, il y a du non-dit aussi. Dans la façon à laquelle on va communiquer, il faut être subtil. Il ne faut pas être frontal. Parce qu'en général, le frontal n'est pas forcément apprécié tout le temps. On peut tous, par moment, par inadvertance, par inattention, par manque de compétences, on peut faillir, on peut commettre des erreurs. Alors on a deux options, soit on va y aller frontal et on va dire la personne en face elle est nulle, elle a fait ceci, cela, etc. Conséquence directe, on a coupé le lien humain avec cette personne. Demain, j'ai besoin d'elle, je ne peux pas compter sur elle. Pourquoi? Parce qu'à une époque, à un moment donné, dans la vie du projet, dans un autre projet, quand elle a failli, j'étais frontal et je l'ai mise en défaut tout de suite. Ou je vais noyer un petit peu la responsabilité et parler factuellement d'un dysfonctionnement sans forcément nommer la personne. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre? La même info, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est important de dire que c'est la faute de X? Pas forcément. Les gens vont le deviner. Et du coup, deuxième élément, c'est avoir cette intelligence de dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Et le troisième, et après je vais reprendre un petit peu vos questions. Le troisième soft skills, moi, qui me paraît extrêmement important, c'est savoir résoudre un problème. Donc il faut que je sache parler, il faut que je sache comment réagir, interagir au sein de l'équipe, donc l'intelligence émotionnelle, pour au final résoudre des problèmes. Un ingénieur, par défaut, sa formation, c'est de résoudre des problèmes. Techniques, humains. On a tous un projet, ça peut être dans du RH, ça peut être dans un département financier, ça peut être dans un département informatique, ça peut être dans de la logistique, ça peut être n'importe où. Au final, on a une problématique, il faut qu'on trouve une solution à cette problématique. Donc, cette résolution de problème doit se faire de façon constructive, intelligente. Il faut que tout le monde puisse participer à la résolution du problème. Ça passe par un constat, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On peut faire l'exercice de chercher qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi, mais ça ne va pas forcément apporter quelque chose. Ça va plus braquer les gens. Je reviens à mon point précédent. Un tel n'a pas fait. Donc je perds le un tel dans l'histoire, il contribuera plus positivement. Donc du coup, il y a une façon qui se décline, je communique, je sais quoi dire, et donc du coup j'ai une méthodologie pour résoudre des problèmes en incluant un ensemble de personnes, parce qu'à plusieurs on peut réfléchir beaucoup plus profondément, il y a un échange d'idées, donc il y a un brainstorming qui se fait, qui va être forcément plus efficient, plus efficace que si on était tout seul à résoudre le problème. Et donc il y a des techniques pour encourager les gens à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, à mettre le point là où ça ne marche pas, à détacher les responsabilités du problème. Parce que ça n'aide pas forcément. On va parler du problème. Il faut qu'on le résolve, peu importe qui c'est qui l'a fait. Le problème est là, il faut le résoudre, il faut avancer. Donc ça, pour moi, c'est les trois: communication, intelligence émotionnelle et résolution de problème. Ça répond à une question qui vient d'être posée par Amine, qui est comment les entreprises perçoivent les soft skills. Ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule,
c'est quasiment le même poids que les compétences techniques, pour toutes les raisons que je viens d'annoncer. Alors, l'intelligence artificielle permet à la machine d'apprendre et remplacer l'homme dans sa compétence technique. Mais les soft skills caractérisent bien l'humain et à mon avis, la machine ne peut pas remplacer l'humain dans ce point. Bien sûr, je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'IA va remplacer l'homme. Avant de répondre à cette question, je vais juste revenir en arrière. Le jour où l'homme a inventé la machine à vapeur, l'homme a pensé que la machine allait prendre sa place. Ça s'est pas fait. Il y a 40 ans, quand il y a eu les premiers ordinateurs, l'homme a pensé que l'ordinateur allait prendre sa place. Ça s'est pas fait. Aujourd'hui, il y a l'IA. L'homme pense que l'IA va prendre sa place. Ça ne se fera pas non plus, tout comme les autres avancées technologiques qu'il y a eu par le passé. Du coup, je reviens à la question, est-ce que je suis d'accord? Oui, bien sûr, je suis d'accord. La machine ne pourra jamais remplacer l'homme parce que combien même on l'entraîne pour qu'elle puisse s'approcher au mieux de l'homme, elle pourra difficilement calquer l'intelligence émotionnelle. Parce qu'au final, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un ensemble d'algorithmes. D'accord? C'est un ensemble d'algorithmes qui sont faits par des hommes, qui peuvent être faits par des machines aussi, mais bon, ça reste un algorithme. Si tel cas, on fait tel cas. Si tel cas, on fait tel cas. En fonction de plein de données, on va déduire un comportement et on va le faire exécuter, etc. Donc, l'IA reste quelque chose de binaire, avec des 1 et des 0. Si on est dans ce cas-là, on fait ceci. Si on n'est pas là, on va faire autre chose. L'homme sait faire ça aussi. Si on a ce cas qui se présente, on fait ceci. S'il n'y en a pas, on fait l'autre. Mais l'homme a en plus cette jugeote, ces soft skills qui font que il ne va pas être aussi binaire que la machine. Tout à l'heure, je parlais du cas où on allait communiquer subtilement sur un problème sans forcément pointer qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. La machine n'aura pas cette subtilité, ne pourra pas gérer un contexte pour dire je dis ou je ne dis pas, je fais ou je ne fais pas. L'homme gardera cette faculté. La machine ne pourra pas décider sur l'évolution de quelqu'un qui va passer d'un poste A à un poste B, par exemple. Donc, pour vous rassurer, l'IA, oui, apporte une valeur technologique, remplace l'homme sur des choses techniques, sur lesquelles la valeur ajoutée de l'homme peut ne pas être aussi élevée que celle de la machine. Mais la machine ne remplacera jamais l'homme, parce que justement, en entreprise, c'est des hommes, c'est pas des machines. Donc il y a de l'humain, il y a plein de choses qui se gèrent, et donc l'homme a encore va se transformer, il va s'adapter. On revient sur les soft skills, il va s'adapter parce qu'il y a un nouvel acteur qui s'appelle le petit robot barbé d'intelligence artificielle qui sait faire plein de choses. Bah nous on va faire d'autres choses que ce robot-là ne sait pas encore faire. Est-ce qu'il y a des outils en entreprise qui permettent de mesurer les soft skills? À ma connaissance, non. Mais je ne sais pas tout non plus. Mais en tout cas, il n'y a pas un outil dont on parle assez régulièrement qui dit voilà, on peut mesurer ceci, cela, etc. Pourquoi? Parce que les soft skills, ça reste un savoir-être. D'accord? C'est très subjectif. Il n'y a pas de use case, il n'y a pas de façon de réagir ou de se comporter par rapport à un problème. Un problème peut être traité de plusieurs façons différentes et dépend beaucoup des interlocuteurs qui sont impactés par ce problème-là. Donc on va plus peut-être lors des recrutements ou en recrutement, on va vous mettre devant une situation, on va vous expliquer une situation, on va vous dire comment vous géreriez, comment vous réagiriez dans ce cas de figure. Et donc là, le recruteur perçoit un peu le côté soft skills du candidat. Quand on est en entreprise et qu'on veut développer ses soft skills, donc ça va rejoindre un petit peu le point de comment est-ce qu'on apprend les soft skills, en fait, on explique d'abord. On explique un certain nombre de choses qui sont théoriques. On va expliquer les techniques de communication, on va faire un petit peu de profiling de personnes, on va dire voilà, les personnes, on va les catégoriser en 4-5 familles.
Voilà les grandes lignes, des grands traits de caractère de ces 5 familles. Et chacun forcément a une tendance. Donc il peut être dans 2 cases, il peut être complètement dans une case, il peut être à cheval entre 3 cases. Mais c'est des techniques qui permettent juste de cerner un petit peu la personne qu'on a en face. Donc pour mieux interagir avec elle. Et quand on dit interagir avec elle, ça veut dire que on est dans une négociation par exemple commerciale. Bah, si c'est quelqu'un qui vient d'Asie, bah, la négociation ne va pas être menée de la même façon que si c'est quelqu'un qui vient de l'Europe du Sud, ou qui vient du Maghreb, ou qui vient des États-Unis. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des traits de culture qu'on doit connaître, qu'on doit comprendre. Et ça, des fois, alors, il y a des théories qui expliquent plus ou moins comment ça marche, à quoi on doit être sensible. Ça marche dans 80% des cas. Les 20%, c'est toujours du feeling, du flair. On va sentir les choses ou on ne va pas les sentir. Donc, il y a des techniques pour améliorer ces soft skills. Il y a des techniques, on va dire, pédagogiques, théoriques. Apprendre les langues, maîtriser PowerPoint, maîtriser Word, comment écrire un mail structuré, comment présenter un projet de A à Z. Et il y a des choses qui sont plutôt comportementales. Et donc, c'est là où on va prendre des coachs qui vont nous mettre dans des situations où on va devoir gérer des problèmes, différents problèmes, pour développer chez nous une appétence, une facilité à réagir en fonction des situations diverses. Parce qu'au final, soft skills, c'est quoi? C'est j'ai un problème, j'ai dans ma petite sacoche derrière plein d'outils pour résoudre ce problème. Il faut que je choisisse le plus adapté par rapport au problème que j'ai et les personnes qui sont derrière. Des fois, je vais prendre un marteau, bim, je vais résoudre le problème. Et des fois, je vais prendre juste un tournevis et avec le cran du tournevis, je vais appuyer un petit peu pour résoudre le problème. J'ai fait la même action, c'est-à-dire le clou il dépassait, il fallait que je le rentre. Dans un cas, j'ai pris un marteau, bim, parce que ça marchait. Puis dans un cas, je me suis dit non, si je tape fort, je risque de casser le bout de bois ou le bout de verre qu'il y a derrière, donc je vais prendre juste un tournevis et y aller doucement, etc. C'est cette flexibilité, cette adaptabilité qu'on va appeler soft skills. Parce que le problème c'est le même, c'est le clou qui dépasse. Bon, bah, il faut qu'on le rentre, d'accord. Bon, on va juste le rentrer de façon différente en fonction du contexte. Alors, très bonne question Amine. En tant qu'acteur professionnel, quel est l'impact des soft skills chez les étudiants? Alors, nous on est recruteurs, d'accord? On est recruteurs et l'une des raisons pour laquelle on a souhaité faire partie de l'aventure high-tech, c'est pour apporter tout un côté professionnel qui va arriver peut-être 3 à 4 ans après le diplôme. On a préféré le ramener en amont et le mettre pendant le cursus. Donc nous, en tant qu'acteurs professionnels, et avec l'accord de la direction pédagogique, on a fait cette année, et on le fera encore plus l'année prochaine, des séances de coaching, du mentoring. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler en tant que nous, professionnels, on a commencé à parler des étudiants pour leur expliquer qu'est-ce qui les attend demain dans le monde professionnel. Comment fonctionne une entreprise? Pourquoi est-ce que entre 2 personnes qui ont fait le même cursus, on va prendre l'une et pas l'autre? Et ce n'est pas forcément une histoire de technicité, ce n'est pas forcément une histoire de notes, parce que déjà un diplôme, il n'y a pas de notes dans les diplômes. On a un diplôme ou on ne l'a pas. On est lauréat high-tech ou on ne l'est pas. D'accord? Il n'y a pas de très bien, bien, etc. C'est pas comme le bac. Mais par contre, entre 2 lauréats de high-tech, il y en a un qui va trouver peut-être plus facilement et qui aura plus facilement des propositions d'embauche que d'autres. C'est les soft skills. Parce que quand on sort d'école, nous en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, en tant qu'acteur professionnel, on sait que quand on sort d'école, on est une feuille blanche. Une feuille blanche pas, on sait rien. Une feuille blanche dans le sens où vous avez les bases. On a formé des ingénieurs qui ont développé un fonctionnement dans leur tête, qui savent un certain nombre de choses qu'on leur a appris. Maintenant, l'entreprise, c'est un autre niveau. Donc, on va prendre ces jeunes et on va les former à notre métier, au métier de l'entreprise, qui peut être dans de la logistique, dans de l'import-export, dans de la finance, dans de la banque, dans de l'assurance, dans de l'IT, dans un ministère, dans tout. C'est vraiment tout. Usine, retail, bref. Donc,
Qu'est-ce qui va nous intéresser? Ce qui va nous intéresser, c'est quelqu'un qui est bien câblé, donc ça tourne bien, donc il est diplômé, c'est bien. A priori, il a les bases pour être diplômé, pour être bien câblé. Mais ce qui va nous intéresser en plus, c'est que cette personne-là, elle soit malléable. C'est-à-dire que je peux la prendre avec son diplôme de high-tech de 2020 ou 2021 et pouvoir le customiser, l'arranger à ma sauce à moi. Pourquoi? Parce que nous, on a des projets d'une certaine taille, on a des clients qui ont un certain comportement et on a besoin de personnes qui interagissent à l'image de l'entreprise. Donc il faut qu'on les forme. Déjà ça veut dire qu'il faut qu'on ait des personnes qui soient a priori capables de se remettre en question pour continuer à se former. On aura besoin de personnes qui vont pouvoir travailler en entreprise, donc ça veut dire avec plein d'autres personnes. Donc il faut qu'ils aient l'aptitude de pouvoir travailler en équipe. Il faut que ces personnes-là acceptent l'échec. Très important. C'est le soft skills le plus recherché dans une entreprise. Des personnes qui, quand elles échouent, se posent, réfléchissent, où on les aide à réfléchir, on diagnostique, on identifie ce qui n'a pas marché et on essaie de l'améliorer pour les prochaines fois. Quand on est dans un état d'esprit où l'ego, moi je sais tout, comment ça se fait, non je ne peux pas me planter. Quelqu'un qui dit je ne peux pas me planter, je ne peux pas commettre d'erreurs, n'est pas bon pour travailler en entreprise. On commet tous des erreurs, même quand on a 20 ans d'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'on échoue. Pourquoi? Parce que c'est une source d'apprentissage. Notre bagage technique augmente. L'entreprise, sa valeur augmente. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé une méthode qui n'a pas marché et qui ont fait une analyse pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et ils se sont remis en question et ils ont mis en place un plan d'action pour qu'ils ne échouent pas une deuxième fois. L'entreprise avance. Malgré le fait qu'elle ait échoué, elle avance. Parce qu'elle a appris des choses. Elle sait que ce truc-là ne marche pas comme ça. Donc, il faut qu'on fasse différemment. D'accord? Donc, du coup, l'entreprise va chercher ça. Nous, en tant qu'acteurs professionnels au sein de high-tech, on va apporter ça à nos étudiants. On va leur ouvrir les yeux sur des choses qu'ils ne verront, que les ingénieurs marocains ne voient en entreprise que 3, 4, 5 ans plus tard, quand ils démarrent leur vie professionnelle. Donc c'est le gain qu'on apporte. On ramène des choses importantes, ce qui fait que à l'issue des 5 ans d'études ou des 3 ans d'études pour ceux qui nous rejoignent en accès direct, ils ont un avantage compétitif considérable sur leurs pairs. Pourquoi? Parce que non seulement ils auront la technique, les compétences techniques, mais ils auront aussi un savoir-être qui va créer une différence quand ils seront en entretien devant les recruteurs. On va sentir une maturité, on va sentir une humilité, on va sentir quelqu'un qui est prêt à travailler en équipe en entreprise, quelqu'un qui va mettre son savoir, sa personne à la disposition de l'entreprise. Bien sûr, elle ne va pas passer 24 heures en entreprise, mais en tout cas, elle est là, elle va s'investir dans cette entreprise pour que la valeur de cette entreprise augmente. C'est ce qu'on apporte à nos étudiants. Donc, on reviendra, on revient à des choses qu'on a dit auparavant dans nos lives précédents pour ceux qui nous ont suivis. Un diplôme, un job. Et ça en fait partie. C'est un élément différenciateur. Mehdi Abadi pose la question, est-ce qu'on peut trouver du coaching entrepreneurial à high-tech? Alors, la réponse est oui. Et comment est-ce qu'on matérialise ce coaching entrepreneurial? À partir de l'année prochaine, à high-tech, il va y avoir la semaine de l'entrepreneur. La semaine de l'entrepreneuriat. Donc ça va être une semaine dédiée à l'entrepreneuriat qui sera ouverte à tous les étudiants de high-tech, tous les niveaux confondus. Pas que les 5e années, même les premières années pourront y accéder. Donc, cette semaine va consister en quoi? Expliquer ce que c'est qu'une entreprise, ce qu'est un entrepreneur, ce que c'est qu'une start-up, à quoi on est confronté quand on monte une entreprise. Que veut dire l'intrapreneuriat? Parce qu'il y a l'entrepreneuriat,
je crée mon entreprise, et il y a l'intrapreneuriat. Au sein de mon entreprise, je crée quelque chose avec la sécurité d'être dans une entreprise, d'avoir des revenus tous les fins de mois, etc., etc. Mais je crée de la valeur pour moi, pour l'entreprise. Ça s'appelle de l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, qu'on a initié cette année, mais qui prendra une forme un peu plus structurée l'année prochaine. Et pourquoi? Parce que on s'est rendu compte, grâce aux événements qu'on a fait pendant l'année, et surtout un événement majeur qu'on a fait en fin d'année, le 4 juin dernier, où on a eu le CJD qui est venu, donc le Cercle des jeunes dirigeants du Maroc, qui est venu animer une session de création d'entreprise chez nous, dans lesquelles nos étudiants ont pris part. Ils ont créé une entreprise, ils ont simulé l'évolution de cette entreprise dans un marché concurrentiel avec d'autres entreprises qui sont dans le même secteur, etc. Et c'était un franc succès. Un franc succès parce que on a vu des étudiants transformés, qui ont compris ce que c'était qu'une entreprise, qui ont changé un petit peu d'idée sur l'employeur. Parce qu'on a tendance à dire, l'employeur, c'est quelqu'un qui se fait de l'argent sur notre dos, etc., etc. Là, ils étaient de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est eux qui devaient prendre les décisions pour faire fleurir leur entreprise, pour faire grandir, pour gagner de l'argent dans leur entreprise. Et ils ont compris que c'était pas facile. Et que finalement, c'était une aventure humaine assez riche, assez dure aussi, il faut le dire. Mais ça ouvre d'autres horizons. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Mais il y en a qui sont entrepreneurs mais qui ne le savent pas. Et c'est cela qui nous intéresse. C'est cela qu'il faut qu'on éveille à cette autre alternative qui est l'entrepreneuriat. Quand on a un diplôme, on pense souvent à du salariat. Il faut qu'on bosse, c'est quelqu'un. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'ai une idée, je la package, je la prépare, je la travaille et je me lance. Avec des risques mesurés, et je me lance. Et peut-être que ça sera une très belle histoire. Est-ce que les soft skills ont un impact sur la rémunération d'un jeune DIP? Alors, jeune diplômé, premier, je vais répondre différemment. Le premier souci d'un jeune diplômé, c'est d'être embauché. Donc, on n'est pas en train de parler de salaire. Moi, je dis toujours, j'ai toujours dit l'année dernière à mes étudiants, prenez un étudiant qui en sortie d'école demande 10 000 dirhams de salaire et qui n'en démord pas, il veut bosser avec 10 000 dirhams de salaire et qui se trouve avec une proposition à 9 000 dirhams. Souvent, il va dire non. Moi, je veux 10 000 dirhams. Je suis high-tech, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le major de ma promo, il me faut 10 000 dirhams. Il y a un deuxième high-tech qui est venu qui a dit ok, 9 000 dirhams, moi je prends. Conclusion. Résultat des courses. Celui de 9 000 dirhams, il a travaillé. Celui de 10 000 dirhams n'a pas travaillé. 5 mois plus tard, celui qui a travaillé avec 9 000 dirhams a empoché 45 000 dirhams dans sa poche. Celui qui voulait 10 000 dirhams a empoché 0 dirhams dans sa poche. Le premier a travaillé 5 mois. Il a une expérience de 5 mois. Le deuxième a une expérience de 0 mois. Donc, ce que je dis moi aux étudiants de high-tech, c'est que le salaire n'est pas très important au début de carrière. Pourquoi? Parce que, admettons, moi je suis diplômé en septembre. Je travaille en octobre. En octobre, que je touche un salaire de 8 000, de 9 000, de 6 000 ou de 10 000, ça ne change rien fondamentalement. Pourquoi? Parce que le mois d'avant, septembre, je touchais 0. Je vivais chez mes parents. Donc, avoir plus que 0, c'est très bien. Travailler, c'est top. Donc la priorité, c'est quoi? C'est de trouver un emploi. Et ensuite, le salaire viendra. Et c'est là où les soft skills arrivent. Rappelez-vous, en début de live, qu'est-ce que je disais? Je disais que ceux qui avaient les bonnes soft skills évoluaient plus vite, 10 fois plus que ceux qui n'en avaient pas. Si on évolue, le salaire évolue avec. Donc on se rattrape. Donc est-ce que les soft skills ont un impact sur la rémunération? Oui, d'un jeune diplômé, indirectement parce qu'il va trouver de l'emploi plus rapidement qu'un jeune dip qui est pauvre en soft skills. J'espère que j'ai répondu à cette question, Amine. En tout cas, si ce n'est pas le cas, j'hésiterai pas à développer, il n'y a pas de problème. Donc, je vais encore parler de 3 petites minutes pour laisser le temps à l'intervention d'Adja. Et en attendant de voir s'il y a d'autres questions qui sont posées.
Juste pour résumer, pour conclure, à Hightech, on met l'accent sur les soft skills, très très important. Ça ne veut pas dire qu'on va délaisser les hard skills, les compétences techniques, non. Mais c'est juste qu'on va rajouter cette composante importante qui est nécessaire dans la vie de tous les jours et encore plus dans le monde professionnel. Leïla Alami qui pose une petite question, je pense. Alors, les activités parascolaires proposées par l'école BDE favorisent le développement des soft skills. C'est vrai. Il faudrait peut-être doubler les efforts pour inciter davantage les étudiants à s'intéresser plus à des activités très constructives. Alors, c'est un très très bon point, Leïla. Je vous remercie d'avoir pointé cet élément-là. Le BDE, c'est un excellent catalyseur de relations professionnelles. Pourquoi? Parce que un BDE anime la vie de l'école. Il crée des événements, il crée des activités. Qui dit activité dit participation. Qui dit participation dit interaction. Qui dit interaction dit forcément équipe. Donc on apprend déjà à pratiquer le travail en équipe, gagner ensemble, essayer de ne pas perdre ensemble, organiser, projeter, faire un budget, dépenser, parce qu'on va faire une excursion, un hôtel, etc. C'est un excellent moyen de pratiquer ces soft skills. Et c'est là où on se découvre aussi des appétences vers le management ou vers du management au sens large, parce qu'on va être dynamique, proactif, on va essayer de structurer, d'organiser un projet. Un projet, c'est quoi? C'est une thématique, de l'argent à dépenser ou à gagner, une durée d'exécution et un processus. Il faut faire A, puis B, puis C, puis aller de C à D, et ainsi de suite. Donc c'est un excellent moyen de pratiquer ces soft skills, de développer ces soft skills, de se découvrir des soft skills. Et en général, de ma toute modeste expérience, tous ceux qui étaient très actifs dans les BDE ont eu des carrières professionnelles excellentes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le sens ils étaient proactifs, ils avaient le sens de l'anticipation, de la proposition, ils n'avaient pas froid aux yeux, ils confrontaient les problématiques, ils essayaient de contourner, négocier, ils essayaient que tout se passe bien au sein du projet pour que ça aboutisse, etc. Donc, en général, quand ils arrivent dans le monde professionnel, ils s'épanouissent et l'employeur découvre en eux des relais managériaux excellents. Et donc, ils évoluent plus vite. Exactement. Donc oui, il faut continuer à le dire à vos étudiants, Madame Alami, le diplôme n'est pas tout, il faut se développer aussi ailleurs et c'est pas très compliqué et c'est pas forcément la mer à boire, mais il faut juste être ouvert à ces éléments-là pour grandir. Voilà, moi je vous remercie pour votre participation, pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager la vidéo. On est là pour répondre à toutes vos questions maintenant ou plus tard. Et je vais terminer ce live et donner la main à Adja pour qu'elle puisse partager un petit peu son expérience avec nous. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain live. Merci.